C'était 2 semaines après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les routes d'Allemagne étaient parcourues de déracinés, de survivants. Nombre d'entre eux étaient rassemblés dans des camps. Beaucoup étaient des soldats. Un camp d'internement britannique près de Lüneburg. Soulagement sur les visages. L'horreur est passée, on s'en est tiré. Le 23 mai 1945, par une de ces chaudes journées de printemps, entrait dans le bureau du commandant un homme maigrichon, d'aspect souffreteux, vêtu d'un uniforme déchiré et portant un cache-œil. Un sur les millions qui avaient perdu la guerre. L'homme retire son cache-œil et d'une voix lasse dit son nom. Heinrich Himmler. Reichsführer SS, chef de la police, avec ses bataillons d'assassins et de la Gestapo. Il a créé la super-armée de la Waffen-SS dont les soldats ont porté la mort sur tous les fronts. Ministre de l'Intérieur, il a fait régner l'ordre dans le Reich. Il a fait assassiner derrière les lignes de front. Grâce à son service secret, il savait tout, sur chacun. Il a créé des élevages d'Allemands pure race. À son instigation, des millions de gens ont été tués par balles, sous la torture, par le gaz. Un homme maigrichon, d'aspect souffreteux. Himmler est issu d'un monde qui semble parfaitement en ordre. Catholique, de bonne éducation et de bonne mœurs, bavarois. Il n'y a pas d'autre nazi dont la biographie remette à ce point en cause la formation classique, humaniste, traditionnelle de l'Allemagne. Le plus gravement compromis des complices d'Hitler ne venait ni du sous-prolétariat, ni d'un quelconque village autrichien, ni des grises légions de déracinés, de chômeurs et de déclassés, ni des mutilés de l'esprit et du corps que la guerre avait laissés derrière elle. Son lycée, à Landshut, un lycée classique d'excellente réputation. L'écrivain satirique Ludwig Thoma usa ici ses fonds de culotte. Le romancier Hans Carossa fut ici potache avant lui, comme après lui le futur président allemand Roman Herzog. Le père d'Himmler était directeur adjoint de l'établissement. Un modèle de prof du bon vieux temps, très allemand, très pédant, pointilleux sur la morale, mais bienveillant et très cultivé. En aucun cas antisémite. Et il fait tout pour donner une aussi bonne éducation à son fils que celle qu'il a donnée à son parrain, le prince Heinrich de Bavière. Qu'est-ce qui pourrait protéger des abîmes spirituels dans lesquels tombera son fils et tant d'autres avec lui, sinon la culture ? Sorti de classe en 1913. Le lycéen Heinrich Himmler est assis au milieu de ses camarades. Quand la guerre éclate, il est enthousiaste, à l'instar de beaucoup de garçons de son âge. Mais d'ores et déjà, on peut discerner dans sa critique moqueuse des habitants de Landshut des attitudes du futur Reichsführer SS. L'adolescent Himmler écrit alors: Les craintifs petits bourgeois de Landshut à présent baissent la tête, répandent des bruits terrifiants et craignent d'être effroyablement massacrés par les Cosaques. Il n'y a d'ailleurs dans toute la Basse-Bavière pas beaucoup d'enthousiasme chez ceux qui sont restés. On dit que quand fut connu l'ordre de mobilisation générale, dans la vieille ville, tout le monde pleurnichait. Or, s'il y en a de qui je ne me serais pas attendu à cela, c'est bien les gens de Basse-Bavière qui, par ailleurs, ne rêvent que play boss. Il veut à tout prix devenir officier et partir à la guerre, mais il est trop jeune. Ce n'est qu'en juin 1917 qu'il est autorisé à quitter le lycée. Aspirant, il écrit une lettre à ses parents qu'il signe Miles Heinrich, soldat Heinrich.
Toute sa vie, il se mentira ainsi. Contrairement à son futur patron Adolf Hitler, Himmler n'a jamais été soldat, et avant qu'il ait pu terminer sa formation, la guerre était finie. Il était obsédé par l'idée de la guerre, mais il ignorait comment cela se passait au front. Le havre-sac empli d'idéaux romantiques de bataille et de germanité, il entrait au pas cadencé dans un monde qui était ébranlé par les horreurs d'une guerre industrialisée et qui, entre bombardements aériens et attaques au gaz, plongeait désemparé dans la modernité comme on descend un plan incliné. « 9 novembre 1923, Munich. Himmler avec le drapeau de guerre du Reich. Il participe à la tentative de putsch d'Hitler. Il a adhéré au NSDAP dans le sillage du capitaine Röhm. Il a trouvé sa famille spirituelle. Die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Juda wird und muss fallen. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube. Essen, 1926. Heinrich Himmler est saisi pour la première fois par l'objectif d'une caméra. Il est commandant en second d'un petit sous-groupe de SA, l'escadron de protection, Schutzstaffel ou SS. Personne n'imagine ce que ce sigle signifiera un jour, ni que le jeune homme en culotte de peau qui est à sa tête sera un jour le plus puissant des protégés d'Hitler. Nuremberg 1927. Hitler parle. Derrière lui, le chef des SA, Pfeffer, et Heinrich Himmler. Il a fait la connaissance d'Hitler seulement un an plus tôt et a découvert en lui la figure charismatique qui lui manquait. Car son protecteur Röhm avait émigré en Bolivie. Hitler, à présent, le remplaçait. Ce sera Himmler qui fera de la fidélité à Hitler la plus haute des vertus. 1929, Hitler, Pfeffer, Göring. Himmler n'est plus second, mais chef. Reichsführer SS. À la tête de sa petite troupe de 280 hommes, il défile sous les yeux de ceux qui ont le pouvoir dans le parti. La même année, à Berlin, Himmler a encore progressé. Il n'a plus à défiler. Maintenant, il est de ceux qui passent les troupes en revue. Mais il est encore une figure marginale. Un petit film publicitaire de la SA montre combien, en 1929, l'importance de Himmler, le Reichsführer SS, est encore toute relative. Le chef de la SA, Pfeffer, présente des collaborateurs. Heinrich Himmler vient en queue de peloton, son nom n'est pas mentionné, tout juste est-il admis à présenter un dossier. Himmler donnait l'impression d'être très timide, pas du tout sûr de lui, ou militaire, voire brutal. Il avait plutôt l'allure d'un homme assez réservé, bourgeois même. D'un point de vue purement extérieur, il avait l'air tout à fait inoffensif. Incolore. Oui, c'est toute l'impression qu'il me faisait, qu'il me fait. Il était toujours aimable quand il était là. En fait, il ne me faisait absolument aucune impression, aucune. Himmler passe tellement inaperçu que personne ne s'avise qu'il fait carrière. Il se glisse sans bruit jusqu'au centre du pouvoir. Sa discrétion est son meilleur capital. Il fait sienne une formule prussienne qu'il fera plus tard graver sur des poignards. Mehr sein als scheinen. « 1942. Cérémonie funéraire pour Reinhard Heydrich à la chancellerie. Sans lui, Himmler serait peut-être toujours demeuré marginal. Reinhard Heydrich, le jeune et méchant dieu de la mort, l'homme le plus dangereux d'Allemagne, comme on l'appelait en Angleterre.
C'était une tête brûlée. Parce qu'il lui fallait absolument avoir la croix de fer, il apprit à piloter un avion et effectua plusieurs missions de combat jusqu'à ce qu'il l'ait obtenu. Il créa pour Himmler et à l'intérieur de la SS le service de sécurité, ou SD. Grâce à lui, Himmler devint l'homme qui savait tout sur tout. Avait plaisanté le gros Göring. Le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. En 1942, il a depuis longtemps perdu le goût de s'amuser d'Himmler. Le discret Reichsführer a dépassé Göring dans la course au pouvoir derrière Hitler. Il a réussi, avec le concours de Heydrich, à soustraire la Gestapo à l'autorité de Göring. La Gestapo fut le salaire d'Himmler pour la trahison de l'homme que Göring croyait être son véritable adversaire, Röhm, le chef des SA. Ernst Röhm était l'ami d'Hitler. Et c'est par l'entremise de Röhm qu'Heinrich Himmler était entré au parti. Röhm avait émigré en Bolivie, mais Hitler l'avait rappelé. Il n'arrivait pas à assurer son pouvoir sur la SA, et il plaça Röhm à sa tête, commandant d'une armée de 3 millions d'hommes. La montée en puissance de Röhm était une épine au pied de l'état-major de la Reichswehr, l'armée régulière. Le ministre de la Reichswehr, Blomberg, plaça Hitler devant le choix suivant. Ou la Reichswehr demeure la seule à porter les armes, ou bien elle retire son soutien à Hitler. Blomberg avait la confiance du président Hindenburg, moribond. Il aurait pu destituer Hitler. Mais Röhm prend plaisir à s'afficher partout en héros populaire. Personne, pas même Hitler, ne peut faire parader pareilles armées. Röhm transforme la SA en une armée populaire brune où l'on parle de révolution permanente. Il veut devenir le chef militaire de l'Allemagne et peut-être plus encore. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass wir da sind und da bleiben werden. Der Führer hat uns die Aufgabe gestellt, Garant der Revolution zu sein. Und wir werden sie, weiß Gott, erfüllen, so wie wir unsere früheren Aufgaben erfüllt haben. Les images en témoignent. Röhm est fêté comme aucun autre, Hitler mis à part. Il semble n'avoir pas seulement le soutien de ses SA, mais aussi de la population. Il représente une menace sérieuse, y compris pour Hitler lui-même. Sous Staline, Röhm serait mort depuis longtemps, mais Hitler préfère la tactique. Il veut faire passer à la SA l'envie de porter les armes. SA-Kameraden, Kameraden SS und Hitlerjugend, wenn das Heer der waffenträgenden Nation ist, dann müsst ihr sein, der Willensträger, der politisch gestaltende Willensträger der deutschen Nation. So wie ich kein anderes Ziel sehen will, als Deutschland wieder groß. La direction de la Reichswehr se contente d'écouter. So muss euer Ziel sich mit dem verbinden, muss euer Wille mit dem meinen geschadet hat. Wenn wir... Les SS de Himmler font toujours partie de la SA. Röhm est le supérieur hiérarchique de Himmler. Mais la SS a prêté serment à Hitler et non à Röhm. Si Himmler veut poursuivre son ascension, il lui faut sortir de l'ombre de Röhm. Il forge un complot. Heydrich falsifie sur sa demande des documents évoquant un imaginaire projet de putsch de Röhm contre Hitler. Hitler y croit ou fait semblant. À la fin juin 1934, la SA est décapitée avec le concours des SS. Röhm et beaucoup d'autres sont assassinés. Genauso wenig wie wir am 30. Juni gezögert haben, die befohlene Pflicht zu tun und Kameraden, die sich verfehlt hatten, an die Wand zu stellen und zu erschießen. Wie wir darüber niemals gesprochen haben und sprechen werden. Es hat jeden geschauert. Jeder war sich klar, dass es das nächste Mal wieder tun würde, wenn es befohlen wird und wenn es notwendig ist. Vor wenigen Monaten hat sich über der Bewegung ein schwarzer Schatten erhoben.
Et maintenant se lève l'ordre noir des SS. À sa tête, Himmler. Désormais, il n'y a plus personne entre lui et son Führer. Dans la collégiale de Quedlinburg, Heinrich Himmler écrit l'histoire, ou plutôt la réécrit. Einstmalige Grab, auf dem seit Jahrtausenden von Menschen unseres Blutes bewohnten Burgberg von Quedlinburg, mit dem wunderbaren, aus sicherem germanischen Gefühl heraus geschaffenen Gotteshalle, soll eine Weihestätte sein, zu der wir Deutschen wallfahren. L'été 1936. Millième anniversaire de la mort du roi allemand Henri Ier. Les SS prennent possession de la cathédrale de Quedlinburg. Ici, Reichsführer au milieu de ses hommes, Himmler rejette l'habit du subordonné zélé. Ici, il est le grand maître du dernier grand ordre allemand. À partir d'ici, avec l'appui bien involontaire du roi Henri, aux manes duquel il en appelle, il peut envisager des projets hardis qu'il n'avait pas le courage d'évoquer en face d'Hitler. S'il y eut un Himmler qui fut plus qu'exécuteur, c'est ici, à Quedlinburg, qu'il connut son heure de gloire visionnaire. Die menschlichen und Führertugenden nachzuleben, mit denen vor einem Jahrtausend unser Volk glücklich gemacht hat. Und uns immer wieder vorzunehmen und klarzumachen, dass wir ihn am besten dadurch ehren, dass wir dem Mann, der nach 1000 Jahren König Heinrichs menschliches und politisches Erbe in nie dagewesener Größe wieder aufnahm, unserem Führer Adolf Hitler für Deutschland, für Germanien, mit Gedanken, Wort und Tat, in alter Treue und im alten Geiste dient. Der Reichsführer SS legte einen Kranz und Eichenzweige vom deutschesten aller Bäume auf die Gruppe. Ils font de l'histoire de l'Allemagne le préambule à l'histoire du national-socialisme. Le passé mis au pas. Mais quelle est la vision d'Himmler pour l'avenir? Quelle perspective offre-t-il à ses conjurés? Rassemblement SS, cérémonial religieux. Quelles idoles ont prié ces garçons? So sind wir angetreten und marschieren nach unabänderlichen Gesetzen, als ein soldatischer, nationalsozialistischer Orden, nordisch bestimmter Männer und als beschworene Gemeinschaft ihrer Sitten. Wir gehen den Weg in eine ferne Zukunft und wünschen und glauben. Ils s'éloignent au pas cadencé vers un brouillard nordique. Flammes dans la nuit, l'avenir trouble. Les visions qu'Himmler a de l'avenir sont des visions du passé. Les Allemands du futur ne seront rien d'autre que des Nibelungen montés sur des obus. La vérité, c'est la guerre. Les soldats de la mort d'Himmler en action. Pour eux, il n'existait pas de paradis sur terre et pas de paradis dans l'au-delà. Ils ne croyaient qu'au combat pour le combat. « 1939. Après l'attaque de la Pologne, Hitler se rend sur le front. Au fur et à mesure de l'avancée des soldats allemands, la sombre puissance d'Himmler s'étend sur l'Europe conquise. Visite à l'escadron SS de la Leibstandarte Adolf Hitler, placé sous le commandement de Sepp Dietrich. Les super soldats d'Hitler présentés avec fierté par son fidèle Heinrich. «
Metz. La Waffen-SS aspire à être une élite militaire. Mais dans ses rangs aussi, des crimes de guerre sont commis. Ces anciens combattants ont encore à s'en expliquer aujourd'hui. Nous étions d'excellents soldats et nous avions la foi, que sais-je encore, avec du bon matériel et ainsi de suite. Et ensuite, dans la même boîte, pour ainsi dire, la SS. Voilà qu'arrive la Gestapo et toute cette racaille. Nous n'avions rien à voir avec tout ça. Ce groupe du SD, les services de sécurité, cherchait à se faire bien voir de la troupe, des officiers, des hommes. Mais pour nous, ces gens étaient des gens sans honneur, comme les bourreaux au Moyen-Âge. Nous n'avions rien à voir avec eux. Nous les méprisions et les réprouvions. Mais Himmler, avec toute la fierté qu'il éprouvait pour ses Waffen-SS, n'était pas un soldat. C'était un policier. Service de sécurité, Gestapo, commando d'intervention, les Einsatzkommando, voilà son monde à lui. Sa guerre est une guerre contre les faibles. Un policier polonais, sous surveillance allemande, remet une étoile juive à un jeune homme. Ce geste semble encore anodin. C'est pourtant une condamnation à mort. Le génocide s'est mis en place peu à peu. Un policier tchèque surveille une région d'implantation juive. Dans l'est de l'Europe, shtetl et ghettos ne constituent pas une nouveauté, mais à présent ils deviennent des prisons. À Theresienstadt naît un camp de concentration modèle. Toute la ville devient un camp de concentration. Ceux qui travaillent ici à leur propre prison ignorent ce qui les attend au bout du chemin. Pourquoi cette jeune fille sourit-elle? Tout avait commencé par des camps de rééducation. Himmler, Heydrich, les architectes, chez Hitler, sur l'Obersalzberg. Ils s'entendaient à merveille pour banaliser leur camp de concentration. J'ai entendu une seule fois Hitler à table amener la conversation sur Himmler et les camps de concentration. Mais c'était typique. Il en parlait comme s'il s'agissait de camps de travail. Et Hitler a raconté qu'Himmler avait mis au point un système très raffiné. Par exemple, il nommait un pyromane notoire responsable de la prévention des incendies. Et naturellement, disait Himmler, vous pouvez être sûr, mon Führer, que là, il n'y aura pas d'incendie. Voilà. On avait le sentiment que c'était un camp de travail bien organisé, dirigé avec un sens aigu de la psychologie. C'était comme ça. Et c'est la seule fois où j'ai entendu prononcer le mot de camp de concentration. Et c'est aussi d'ailleurs la seule fois où Hitler a parlé de Himmler. Il y avait sûrement dans sa voix une sorte de respect et d'admiration pour ses talents d'organisateur. Lors de la journée de la police, Himmler parle du monde tout nouveau, tout beau de ces camps de concentration. Das Konzentrationslager ist sicherlich, wie jeder Freiheitsentzug, eine scharfe und strenge Maßnahme. Harte, neue Werte schaffende Arbeit, ein geregelter Lebenslauf, eine unerhörte Sauberkeit im Wohnen und in der Körperpflege, ein tadelloses Essen, eine strenge, aber gerechte Behandlung. Die Devise, die über diesen Lagern steht, lautet: Es gibt einen Weg in die Freiheit. Seine Meilensteine heißen Gehorsam, Leid, Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Nüchternheit, Wahrhaftigkeit, Opfersinn und Liebe zum Vaterland. Himmler savoure les faveurs de son Führer et continue de travailler à l'édification de son monde de ténèbres. Son ordre noir est un État secret dans l'État. Il veut à présent le doter d'une capitale. La SS achète le Wewelsburg en Westphalie et en fait un lieu de culte. C'est le château de Montsalvat de la légende de Perceval qui sert de modèle.
Il contenait le Graal que cherchaient les chevaliers. Le Montsalvat d'Himmler sera aussi un château du Graal. Il hébergera les mânes des chevaliers SS tombés au combat. Le village est voué à disparaître à plus ou moins long terme. La capitale d'Himmler ne souffre aucun village à ses abords, et les travaux du château, quoi d'étonnant à cela, sont effectués par des détenus. Nous bâtissons ici grâce au Führer. Dans l'espace dévolu au culte, au-dessus du mausolée, dans la salle des colonnes, nous avons poncé les sols de marbre à la main. Le petit village de Wewelsburg reçut son propre camp de concentration. Un camp parmi les centaines de camps du goulag d'Himmler. Pas vraiment un camp d'extermination, et pourtant, la plupart de ceux qui arrivent ici y laisseront la vie. La direction des travaux SS voulait que les maisons destinées aux familles des SS, qu'il a alors fallu construire, les cités, soient achevées, tandis que le camp proprement dit était voué désormais à l'extermination. En 1943, le taux de mortalité était de 63,7%. Et parmi ces morts, il y avait 21 de nos frères. Max Solveig est témoin de Jéhovah. Ceux-ci s'appelaient alors en Allemagne chercheurs sur la Bible. Comme les Juifs, les Tziganes, les homosexuels, ils furent eux aussi persécutés par les nazis. Solveig passa 7 ans en camp de concentration, entre autres à Wewelsburg. L'expérience du malheur et de la compassion le conduiront, après ces années de camp, à devenir guérisseur. Un détenu qui avait été battu, un asocial, comme il disait, avec un triangle noir, avait un phlegmon. Un phlegmon est une inflammation sous-cutanée du tissu dans les plaies. Chaque soir, je devais lui refaire son pansement. Pour cela, on déchirait des bandes de tissu des chemises et on pansait les plaies. Et chaque soir, avec une spatule de bois, chaque soir, je devais lui sortir les vers de sa blessure, une pleine poignée de vers, jusqu'à ce que les vers lui aient bouffé tout le haut de la cuisse, jusqu'à la colonne vertébrale. Ensuite, l'homme est décédé. Voilà quelle était la réalité dans le camp de concentration d'Himmler. Et cela se passait en plein milieu de l'Allemagne, dans un village proche de Paderborn. Mais le génocide, lui, se déroulait ailleurs. Un discours secret de Himmler. Verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. À l'arrière du front Est, des juifs, des communistes, des résistants sont massacrés. Un boulot qui plaît bien aux Einsatzgruppen de Himmler. Ces groupes d'intervention sont les unités d'assassinat du service de sécurité, le SD. Himmler, qui s'était une fois forcé à assister à une exécution, se faisait depuis lors du souci pour les nerfs de ses tueurs. Les assassinats étaient l'affaire des Einsatzgruppen. Ils étaient secrets du Reich, mais on en parlait.
Arrivaient les commandos du SD qui étaient là pour tuer les Juifs. Ils commençaient par accrocher des pancartes demandant aux Juifs de se faire connaître, qu'ils seraient transférés dans des régions plus sûres, et ainsi de suite. Et un certain nombre se déclaraient. Dans mon hôpital de campagne, par exemple, des jeunes filles juives étaient employées pour aider. Elles étaient nourries et ainsi de suite, ne serait-ce que parce qu'avec les jeunes juives, on pouvait discuter un peu en allemand, c'était une relation plus amicale, plus agréable. Et alors, celles qui s'étaient fait connaître, comme on l'a su plus tard, elles étaient exécutées et jetées en terre. Dans la région de Taganrog, il y a partout des crevasses. Elles étaient jetées dedans. La villa du lac de Wannsee à Berlin. Ici fut décidé au début 1942, sous la présidence de Heydrich, en 1h30, de la meilleure façon de supprimer les Juifs d'Europe. La solution finale était lancée. Mais il fallait rendre l'assassinat massif plus propre, plus ordonné, plus discret, et aussi plus efficace. On ne savait pas très bien combien de millions de personnes il allait falloir supprimer. Ministères et services publics devaient être mis dans la confidence. On ne parlait pas d'assassinat ou de gazage. Celui qui ne voulait pas connaître la destination des transports n'avait pas besoin de la connaître. Assassinat par gaz d'échappement. L'insecticide Zyklon B, le poison des chambres à gaz. Dans les camps, les médecins devenaient assassins. Plutôt que d'assassinat, on parlait de sélection. La sélection était même considérée par nombre de médecins comme un bienfait. Avec les sélections, les gens sont tués, mais ils doivent mourir de toute façon. Ainsi, avec la sélection, ils meurent d'une manière plus humaine que si on les laisse crever dans leur coin. Et quand on a vu ce que c'est que quelqu'un qui meurt de faim devant une assiette pleine, car ça, ils l'avaient, ces soupes de camp, n'est-ce pas, et ils pouvaient s'en mettre plein le ventre. Et puis il y avait du pain. C'est-à-dire que, question calories, ils n'étaient pas nécessairement condamnés. Ils auraient quand même pu vivre. Mais ils étaient absolument, l'expression consacrée était, nous disions musulmans. Ils avaient le corps d'une maigreur extrême. Ils avaient les pieds gonflés d'eau, de l'eau dans le visage, n'est-ce pas? L'hydropisie par manque de protéines. Le génocide d'Himmler devait se dérouler dans une froide ordonnance. Il allait en fait tout bouleverser. L'absence de pitié devient devoir. Tuer froidement signifie être fort. Russie, un SS sépare la mère et l'enfant. À Auschwitz, les enfants des expériences du docteur Mengele. Quelques-uns survivront. Un enfant qui survécut à Auschwitz. Chaque semaine, on faisait sur moi des expériences de routine. À la fin, on m'amenait toujours dans un bâtiment d'examen spécial. Là, on m'injectait un certain liquide, directement à la base du cou. Très vite, j'avais le cou qui gonflait et qui me faisait mal. J'avais un accès de fièvre, des nausées, des vomissements. Ça a complètement détruit ma voix. Nous étions cousus ensemble par le dos, par les mains. Et c'était terrible. Ce n'était pas propre. Les plaies étaient pleines de pus. Les enfants criaient. Évidemment, les autres aussi avaient peur. C'était un enfer dans le bloc.
On m'a injecté du poison. Aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas ce que c'était. Le résultat, c'est que je suis invalide à 66%. Mon corps tremble. J'ai des crises d'épilepsie. C'est une vie, ça. Les expériences humaines des médecins SS. Elles se déroulaient sous le couvert de la science et avec l'accord d'Himmler. Il n'avait aucun problème pour les justifier. Quand je fais effectuer sur des prisonniers de guerre russes des expériences sur le vol à très haute altitude, je sauve peut-être par là la vie d'aviateurs allemands. Un discours secret. Wir werden niemals roh sein und herzlos, wo es nicht sein muss. Das ist klar. Wir Deutschen, die wir als einzige auf der Welt zum Tier eine anständige Einstellung haben, werden zu diesen Menschentieren ja auch eine anständige Einstellung haben. Comment peut-on mentir à ce point? Seul le plaisir à la souffrance d'autrui explique la transformation d'êtres humains en objets du confort domestique. Quelqu'un qui jouait enfant dans la maison d'Himmler. Il y avait là une pièce, une mansarde relativement petite, meublée, disons, d'objets de construction ou de meubles, qui étaient fabriqués à partir de matériaux humains. Une petite table avec des fémurs, semble-t-il, ou bien, oui, des fémurs comme pied de table. Une table à 3 pieds, une petite table. Une sorte de siège, il me semble, fait d'un bassin humain, là encore combiné avec d'autres os. Une lampe, un abat-jour en peau humaine et un grand exemplaire manuscrit du Mein Kampf d'Adolf Hitler. Et là, on nous a appris qu'il s'agissait de peau humaine, de la peau du dos. Hongrie, automne 44. Ces Juives, parmi les dernières à être emmenées à Auschwitz, ne savent pas encore ce qui les attend là-bas. Le royaume du secret de Himmler n'était pas parfait. Mais il fonctionnait suffisamment bien pour maintenir les victimes dans l'ignorance. Et aucun de ceux qui étaient au courant du génocide en cours n'eut la force d'y mettre un terme. L'horreur n'est venue qu'après la guerre, après le crime. Offensive généralisée de l'armée rouge. Au début 1945, l'Allemagne a perdu la guerre. C'est maintenant que le rêve de jeunesse d'Himmler se réalise. Il devient soldat, chef de guerre même, commandant en chef du groupe d'armée Weichsel. Tandis que sa SS livre ses dernières batailles, Himmler, désemparé, s'enfuit pour se réfugier dans le sanatorium de Hohenlychen près de Berlin. Il y soigne des maladies réelles et imaginaires. Un général de la Wehrmacht reprend son commandement. Lui qui sait déjà en son fort intérieur qu'il n'y a plus rien à sauver, pousse au sacrifice ceux qui ne savent pas. Unsere verfluchten Feinde werden es feststellen und einsehen müssen, dass ein Einbruch in Deutschland, selbst wenn er irgendwo gelänge, für den Angreifer Opfer kostet, die für ihn dem nationalen Selbstmord gleichkommen. Un pays battu lève ses dernières forces. Sont maintenant appelés à prendre les armes ceux qui en avaient été jusque-là dispensés, le culte de la perdition.
Et Himmler lui-même? Toujours à Hohenlychen. Il cherche une porte de sortie. Schellenberg, le chef de ses espions, tente de le convaincre de destituer Hitler et d'offrir la capitulation à l'Ouest. Destituer Hitler, il n'ose pas. Mais il rencontre secrètement un émissaire du monde libre, le comte Bernadotte de la Croix-Rouge suédoise. Das erste Mal, dass ich Himmler getroffen habe, das war in einem Sanatorium Hohenlychen, nicht weit von Berlin. Das war am 15. Februar 1945. Himmler avait déserté. Sa rencontre avec Bernadotte dans cette villa était un cas de haute trahison. Le fidèle Heinrich avait abjuré l'homme qu'il adulait. De même qu'en 1934, il avait trahi et assassiné son père spirituel Röhm, à présent, dans la peur sans doute et les convulsions, il se détournait d'Hitler. Le 20 avril 1945, les puissants du Reich se retrouvent dans le bunker du Führer sous la chancellerie pour une cour de félicitations. C'est le dernier anniversaire d'Hitler. Himmler est présent. Il prend la fuite aussitôt après. Il se dirige vers la propriété de son masseur, Felix Kersten, dans le nord de Berlin. Là, en pleine nuit, Himmler rencontre un envoyé du Congrès juif mondial. Kersten l'a fait venir de Suède. L'objectif du négociateur Norbert Mazur, soustraire autant de prisonniers juifs que possible au tourbillon qui emporte à présent l'univers concentrationnaire d'Himmler. Que peut bien attendre Himmler d'une pareille rencontre? Nous allons enterrer la hache de guerre avec les Juifs, dit-il à son masseur. C'est comme si Himmler ne savait plus qui il est, comme s'il avait oublié ce qu'il faisait encore peu de temps auparavant, comme si, après un holocauste, on pouvait se contenter d'enterrer une hache de guerre, comme si le monde allait accepter justement Himmler comme partenaire pour négocier. C'est l'échec. Il quitte Hatzwald, les larmes aux yeux, à en croire Kersten. À Hohenlychen, Bernadotte attend Himmler. Celui-ci propose la paix avec l'Ouest, la poursuite des combats contre les Soviétiques. Il voulait, disons, faire volte-face sur le champ et aller au-devant des Américains qui devaient cesser de tirer. Les alliés occidentaux auraient pu suivre, mais eux-mêmes voulaient mener seuls le combat contre la Russie. Bernadotte transmet aux alliés l'offre de capitulation d'Himmler. Les alliés ne répondent pas. Au lieu de cela, un message sur une station ennemie. Himmler hat nach einer Meldung Großbritannien und der Vereinigten Staaten, nicht aber der Sowjetunion bedingungslose Kapitulation angeboten. Il fallait que ce soit Himmler. Avec l'effondrement, la trahison. Il disait que sa plus terrible déception, de son point de vue, était la trahison d'Himmler. Et il a ajouté que les promesses qu'Himmler lui avait faites, la jeunesse, elle, les avait tenues. Image de jour meilleur. Axmann et Himmler recrutant des enfants comme chair à canon. D'innombrables jeunes des jeunesses hitlériennes trouvent dans le combat final une mort dépourvue de sens. La dernière résidence d'Himmler, le château de Kalkhorst près de Travemünde. C'est ici qu'il apprend la mort d'Hitler et sa propre destitution. Avant de se suicider, Hitler a déchargé Himmler de toutes ses fonctions. Il parle d'un État SS dans le Schleswig-Holstein, mais qui l'écoute encore? L'histoire l'a pris de vitesse, sa puissance est envolée. Ses négociations avec Bernadotte ont échoué. Elles vont pourtant au dernier moment sauver la vie de beaucoup de ses victimes. La guerre n'est pas encore terminée. Himmler a dû céder à Bernadotte quelques 15 000 prisonniers, principalement scandinaves, pour prix de sa disponibilité d'écoute. Les prisonniers libérés passent à travers la zone des combats.
100 000 autres perdront la vie durant les derniers jours de guerre. Le nord de l'Allemagne est aux mains des Britanniques et Himmler tente encore d'offrir ses services au successeur d'Hitler, Dönitz, mais on ne veut plus de lui. Il se formait une espèce de gouvernement, et là, Himmler est réapparu et faisait antichambre. Et nous trouvions, Keitel trouvait qu'il manquait vraiment de tact à venir se chercher un petit poste, et donc il lui a dit qu'il ferait mieux autant que possible de disparaître sans se faire remarquer. L'affaire était donc close, et il a disparu sans se faire remarquer. Dönitz capitule. Die bedingungslose Kapitulation für alle kämpfenden Truppen auf allen Kriegsschauplätzen zu erklären. Le 12 mai, Himmler traverse l'Elbe près du petit port de Neuhaus. Sous un faux nom, avec un cache-œil, sans barbichette, dans un uniforme déchiré, en compagnie de quelques hommes. Un petit groupe à la dérive. Ils poursuivent leur fuite à pied, dans l'anonymat, au milieu d'innombrables soldats allemands défaits. C'est la paix. Pour Himmler, c'est la fin. Le groupe d'Himmler est finalement arrêté à Bremewörde par une petite patrouille britannique et conduit au camp de Barnstedt près de Lüneburg. Celui-ci est rempli de prisonniers de guerre. Quelque part parmi ces hommes se trouve Heinrich Himmler, que l'on n'a toujours pas reconnu. Le 23 mai, il abandonne son incognito. Le jour suivant, les aides de camp d'Himmler, Grothmann et Macher, les deux derniers fidèles, sont présentés à la caméra. Ils ne savent pas que leur chef est déjà mort. Photo souvenir. Des soldats anglais fêtent la mort de Heinrich Himmler. L'un d'eux, Edwin Austin, raconte: On ne m'avait pas dit que c'était Himmler. Je savais seulement que c'était un prisonnier important. Quand il est entré dans la pièce, non pas la personne élégante que nous connaissons tous, mais en chemise de l'armée et en caleçon long, avec une couverture autour du corps, je l'ai aussitôt reconnu. Je lui ai adressé la parole en allemand, je lui ai indiqué un canapé libre, je lui ai dit « Voilà votre lit, déshabillez-vous ». Il m'a regardé, puis il a regardé un interprète, et il a dit « Il ne sait pas qui je suis ». J'ai dit « Si, je sais, vous êtes Himmler. Et ceci est votre lit, déshabillez-vous ». Il m'a regardé fixement, mais je lui ai rendu son regard. Finalement, il a baissé les yeux et il s'est assis sur le lit, et il a commencé à retirer ses caleçons. Le médecin et le colonel sont entrés. Ils cherchaient du poison. Nous le soupçonnions d'en dissimuler sur son corps. Le médecin a regardé entre ses orteils, partout sur son corps, sous ses bras, dans ses oreilles, derrière ses oreilles, dans ses cheveux, et puis il est arrivé à sa bouche. Il a demandé à Himmler d'ouvrir la bouche. Il a obéi, et il arrivait à remuer sa langue assez facilement. Mais le docteur n'était pas satisfait. Il lui a demandé de se rapprocher de la lumière. Il s'est rapproché de la lumière et il a ouvert la bouche. Le docteur a essayé de lui mettre 2 doigts dans la bouche pour mieux pouvoir regarder. Alors Himmler a retiré la tête d'un seul coup
a mordu le docteur au doigt et a cassé la capsule de poison qu'il portait depuis des heures dans sa bouche. Le docteur a dit « il l'a fait ». Il est mort. Une fois mort, nous avons jeté une couverture sur son corps et nous l'avons laissé là. We threw a blanket over him and left him.